Mesdames et messieurs, chers collègues, au nom du Centre Marc Bloch, co-organisateur avec le Wissenschaftskolleg de l'événement qui nous rassemble, je me réjouis de vous accueillir à cette soirée intitulée « Entre deux élections, la France en question ». Permettez-moi en quelques mots de vous présenter notre centre de recherche en sciences sociales, le Centre Marc Bloch, ce qui peut être par une voie détournée une manière d'introduire notre sujet. Créé au lendemain de la chute du mur de Berlin, le Centre Marc Bloch s'est donné pour vocation de constituer un laboratoire de recherche interdisciplinaire dédié aux franco-allemands et à l'Europe, au carrefour de nos deux cultures scientifiques, française et allemande, qui, malgré la proximité géographique de nos deux pays, sont très différentes dans leurs approches et leurs concepts. De très nombreuses recherches ont été conduites depuis lors dans une perspective comparative, transnationale, sur des sujets aussi divers que les transformations de l'espace centre-est européen, les politiques publiques, en particulier dans le domaine de la sécurité, les migrations, ou encore les expériences de la globalisation. Depuis tout juste 2 ans, le Centre Marc Bloch est devenu structurellement un centre binational franco-allemand. Cette transformation couronne des synergies fructueuses dans le domaine de la recherche, mais elle peut être vue également comme une volonté politique des deux pays qui exprime plus que du rapprochement. Cette évolution fusionnelle, rare pour ne pas dire inédite dans le paysage institutionnel, a-t-elle pour autant reflété l'état des relations binationales? La question, au regard des dernières années, s'impose. Le couple franco-allemand, longtemps mis en avant comme le moteur de l'Europe, a connu beaucoup de tourments. Les différends ont porté sur des thèmes aussi cruciaux que les choix économiques de l'Europe ou la politique à conduire face à l'afflux des réfugiés. Sur fond de déprime européenne, liée en particulier au Brexit, l'Allemagne a suivi avec une attention particulière la campagne française pour les élections présidentielles. De son issue pouvait dépendre aussi l'avenir de l'Europe. Ce qui fut clairement énoncé durant le duel entre les deux candidats finalistes, entre la représentante des patriotes plaidant pour la restauration de la souveraineté française, la sortie de l'euro et l'expulsion des étrangers, et le partisan résolu de l'Europe, désigné par ses adversaires comme mondialiste, qui s'est fait le porte-parole d'une politique libérale, d'ouverture et d'optimisme. Alors que le nouveau président vient tout juste d'être investi, de nombreuses questions sont en suspens, qui concernent aussi bien le nouveau gouvernement que la configuration politique de la prochaine Assemblée législative qui se dégagera des prochaines élections de juin. À ce stade, ce sont surtout les enseignements de cette campagne présidentielle qui méritent d'être tirés. Le bouleversement du paysage français est assez phénoménal. Il est marqué à la fois par l'effondrement des grands partis de droite et de gauche qui ont si longtemps structuré la scène politique française et la montée confirmée de l'extrême droite populiste, mais il est aussi marqué par l'émergence brutale d'une extrême gauche forte et, in fine, par la victoire d'un candidat inconnu du grand public il y a encore 2 ans, porté par un mouvement, lui aussi, tout aussi récent. Ce bouleversement du paysage politique ne reflète-t-il qu'une configuration historique propre à la scène française? Que suggère-t-il tant dans l'attente citoyenne que dans l'évolution du politique en France, mais aussi en Europe? Les Français de Berlin, qui en votant à près de 97% pour Emmanuel Macron, ont exprimé un résultat à la soviétique dans sa presque unanimité, et ils sont, de même que les Allemands, particulièrement intéressés par l'engagement annoncé du nouveau président à l'égard de l'Europe. Cette attente fait écho aux enjeux décisifs d'une politique européenne à reformuler afin qu'elle puisse incarner une dynamique de confiance et de solidarité. Ce qui est aujourd'hui même au cœur de l'actualité alors que les deux chefs d'État français et allemands viennent ou sont en train de se rencontrer. Dans ce débat, il sera donc question de la France, mais aussi de l'Europe. Il sera question de politique, mais aussi des cultures, à travers l'approche culturelle du politique, en particulier que privilégie Stéphane Rosès, en remerciant nos deux invités,
Je vous souhaite une excellente soirée. Bonsoir, je suis Bénédicte Zimmermann, Permanent Fellow au Wissenschaftskolleg et je m'associe à ma collègue Catherine Goussef pour vous souhaiter la bienvenue ce soir. Au menu, les enseignements à tirer des dernières élections présidentielles françaises, comme Catherine l'a suggéré, mais également de nombreuses questions ouvertes sur le futur. De quoi cette élection présidentielle inédite est-elle le symptôme? Quels défis pour l'avenir pose-t-elle à la société française et à l'Europe de manière plus générale? Faut-il voir dans la nouvelle donne politique qui se dessine un simple événement conjoncturel lié à des concours de circonstances, tels que l'élimination d'Emmanuel Valls à la primaire des socialistes ou l'affaire Fillon? Ou faut-il y voir un mouvement de fond qui sera peut-être amené à dépasser la seule France? Faut-il y voir un signe d'espoir, de renouveau pour l'Europe, dans une période où le projet européen a perdu de sa crédibilité, mais où, paradoxalement, pourrait-on penser, les Français restent attachés à l'idée d'Europe, mais aimeraient une Europe plus proche, plus sociale, plus démocratique. Au-delà du cas français, ces élections interpellent les partenaires de la France en Europe, parmi lesquels l'Allemagne au premier chef. Cette dernière est-elle prête à s'engager dans une refondation de l'Europe et jusqu'à où? L'ampleur des votes, plus de 40% au premier tour, en faveur des partis qui se sont clairement positionnés en critique du projet européen, est indéniablement un des défis du quinquennat qui s'ouvre s'il veut éviter de creuser encore davantage le lit des partis populistes, qu'ils soient d'extrême droite ou d'extrême gauche. Prendre ce problème à bras-le-corps ne relève pas de la seule compétence du président français et de son gouvernement. La France ne peut pas à elle seule refonder l'Europe. De ce point de vue, c'est la responsabilité de ses partenaires en Europe qui sont engagés et de l'Allemagne en particulier. Il n'en reste pas moins qu'Emmanuel Macron aura un rôle central à jouer. Qui est-il exactement? Un homme providentiel, un visionnaire, un opportuniste intelligent et talentueux, probablement entouré d'excellents conseillers. Je me tourne vers Stéphane Rosès. Et quel est cet imaginaire politique qui a amené les Français à élire un homme comme Emmanuel Macron? Pour aborder toutes ces questions et bien d'autres, nous avons le plaisir d'accueillir ce soir Stéphane Rosès qui nous vient de Paris et Jörg Altweg qui nous vient de Genève. Je les remercie chaleureusement de nous faire l'honneur de leur présence parmi nous. Spécialistes de la politique française, ils croiseront leur regard à deux titres au moins. D'abord, en raison de leur métier. Stéphane Rosès est professeur à Sciences Po Paris et consultant en stratégie d'opinion. Jörg Altweg est journaliste. Mais ils croiseront leur regard aussi en raison de leur ancrage territorial. Stéphane Rosès va parler depuis la France, un regard de l'intérieur, si on peut dire, et Jörg Altweg va plutôt parler de l'extérieur. Un extérieur qui est suisse, qui n'est pas tout à fait l'Allemagne, mais enfin qui intègre très fortement quand même le regard germanique. Stéphane Rosès est directeur général de l'Institut CSA, a été directeur général de l'Institut CSA, un des principaux instituts d'études marketing et de sondage d'opinion en France, avant de fonder sa propre société de conseil en 2009 sous le nom CAP, Conseil, Analyse et Perspective. Spécialiste des stratégies d'opinion, il a travaillé au cours des 20 dernières années auprès de 16 candidats à l'élection présidentielle, dont Nicolas Sarkozy et François Hollande. Il intervient régulièrement dans les médias
et est l'auteur de nombreux articles, non seulement sur la société française, mais également sur la politique européenne et la politique internationale. Et il est actuellement en train de rédiger un ouvrage sur ce qu'il appelle l'imaginaire français, et dont il va parler, entre autres, ce soir. Jörg Altweg a été correspondant de différents journaux suisses avant de rejoindre en tant que rédacteur la Frankfurter Allgemeine Zeitung. Et il est surtout, pour ce qui nous intéresse ce soir, un passeur aguerri et averti entre les cultures romanistes et germanistes, entre les mondes francophones et germanophone. Fin connaisseur de la France, il lui a consacré plusieurs ouvrages, notamment sur ses intellectuels, sur ses penseurs, mais également sur les relations troubles entre la France et l'Allemagne pendant la Seconde Guerre mondiale. Messieurs, je vous laisse la parole pour une petite heure de débat, et puis ensuite, nous ouvrirons la discussion avec la salle. Merci encore de votre présence. Merci pour toutes ces introductions très chaleureuses. Quant à moi, je vais rester plutôt bref. Je me contente plutôt à mon rôle d'interroger M. Rosès d'un point de vue peut-être un peu différent d'extérieur. Mais enfin, c'est comme ça qu'on a convenu qu'il puisse vraiment nous expliquer ce qui s'est passé ou ce qui se passe encore en France et ce qui va se passer probablement. Donc, je me permets quand même de faire 2-3 remarques au départ concernant les élections qu'on vient de voir en France, qui nous ont fait peur pendant quelques mois. On peut le dire, c'était quand même un processus très anxiogène. À la fin, avant le premier tour, on avait 4 forces à peu près de force égale au jeu. On peut dire qu'on avait une forme de néo-communisme de Jean-Luc Mélenchon. On avait une extrême droite violente d'origine fasciste. Je ne sais pas s'il faut encore la traiter de fascisme. En tout cas, juridiquement, on a le droit. L'origine est claire aussi. À part ça, on avait une révolution conservatrice de François Fillon contre les valeurs de mai 68, très typée et très prononcée, très fort, qui a échoué pour d'autres raisons, qui avait peut-être culturellement la majorité dans le pays, ça on pourra discuter aussi, et il y avait ce nouveau-né en politique, Emmanuel Macron, qui se veut ni de gauche ni de droite, les deux à la fois, représentant le centre, mais le centre en France, en politique, c'est aussi un peu un trou noir. Donc on a eu cette constellation assez inquiétante, qui aurait pu donner plusieurs duels possibles au deuxième tour, et, comme par un miracle, ça aboutit au deuxième tour avec un résultat qu'on a l'air d'enchanter, de louer, de prendre comme un miracle. Donc ça, M. Rosès va aussi nous expliquer comment ça a été possible. Une deuxième remarque, c'est l'intérêt de ces élections. Toute l'Europe a regardé sur la France, tous les pays se sont sentis concernés. Et je crois que c'est la première fois que c'était à ce point-là. C'était une Schicksalswahl für Europa. Et je pense que ces élections vont, dans l'avenir, avoir joué un rôle dans l'avènement d'une conscience politique européenne. C'était un événement de politique intérieure. Et qui nous ont fait comprendre que l'Europe est quand même aussi une Schicksalsgemeinschaft, une communauté des destins. Ça peut-être aussi, on pourra développer par la suite. Une observation que j'ai pu faire qui m'a beaucoup réjoui, c'est qu'il y avait beaucoup d'interviews d'intellectuels allemands dans la presse française, comme on en a rarement vu,
D'ailleurs, ces intellectuels, que ce soit Jürgen Habermas ou Sloterdijk ou d'autres encore, ont été de manière très très excessive, fanatiquement pro-Macron, beaucoup plus que des intellectuels en France. Alors il y a eu un engouement qu'on a peut-être un peu plus freiné ou qui était moins visible en France même. Je parle d'avant le deuxième tour. Donc ces interviews n'ont pas joué un rôle décisif dans les élections, mais enfin c'était quelque chose de très bien. Ils m'ont rappelé au moment de l'introduction de l'euro, où beaucoup d'intellectuels français ont pu critiquer dans les médias allemands l'introduction de l'euro, que c'était absurde. Enfin, il y avait Emmanuel Todd, il y avait Max Gallo, il y avait d'autres qui avaient toutes les critiques par rapport à l'euro qu'on pouvait comprendre ou pas. En tout cas, c'était très intéressant, c'était quelque chose de nouveau, les interventions, je veux dire, et ce n'était pas sans arrière-pensée de la part du public allemand ou des médias allemands. Donc aujourd'hui, je suis très heureux de nouer, de continuer ce débat franco-allemand avec Stéphane Rosès, qui certainement va nous parler sans arrière-pensée. C'est ce que j'ai dit cet après-midi quand on a préparé cette soirée. Mais une toute première question, Stéphane. On était tous fascinés par cette élection, le deuxième tour, l'intronisation de Macron. Mais qu'est-ce qui se passe en France quand vous élisez un président ? Merci au Vico, Centre Marc Bloch et à vous tous, et évidemment à vous, chers amis, pour cet échange dont je mesure et je me délecte par avance du débat, puisque je sais que dans l'assistance, il y a parmi vous des spécialistes, des chercheurs à la fois de domaines différents et de cultures différentes. Et j'ai mis beaucoup de temps, peut-être 20 ans, à comprendre la France. Et sans doute que nos amis étrangers ont plus de facilité à comprendre un autre pays dans la mesure où le rapport à l'autre renvoie à soi. Et donc, il faut opérer une opération intellectuelle de dépaysement par rapport à son propre peuple, pour le comprendre. J'ai été aidé en cela, en ce que je ne suis pas un universitaire ni un intellectuel. Je suis un professionnel. J'ai travaillé du Parti communiste à Philippe de Villiers, j'ai travaillé pour des directions multinationales, des syndicats, des territoires, des États. Et mon objet professionnel de départ, ce sont les comportements humains. Une nation, une entreprise, un territoire, ce que le consommateur français investit quand il achète une voiture. Volkswagen fait sa publicité en disant « Das Auto ». Donc mon objet professionnel, c'est de comprendre ce qui agit l'individu et les peuples. Et j'ai mis beaucoup de temps à comprendre la France. Et pour répondre à la question, qu'est-ce qu'une élection présidentielle ? Eh bien, travaillant lors de 4 présidentielles pour 16 candidats différents, confidentiellement, beaucoup Nicolas Sarkozy, François Hollande, et mes échanges avec Emmanuel Macron, encore ce matin, même si je n'ai pas travaillé professionnellement pour lui avec un contrat professionnel, contrairement aux autres, j'ai compris qu'une présidentielle n'était pas ce qu'en disait la classe politique, les journalistes, les conseillers, ou même souvent les politologues et universitaires. J'ai mis beaucoup de temps à comprendre qu'une présidentielle n'avait pas vocation essentiellement à élire un président de la République. Une présidentielle a vocation à réactiver le problème français depuis des siècles, c'est-à-dire une dispute commune dont les candidats pour qui j'ai travaillé étaient les acteurs, pas les auteurs. C'est-à-dire que pour moi, une présidentielle est le moment où le peuple français, au travers de
la dispute commune politique sur un objet à un moment donné repère au travers des sondages des personnalités qui vont être les acteurs d'un rite laïque qui va tout à fait dans le sens de la phrase d'Hobbes, le monarque interprète le spectacle du peuple. Contrairement à ce que pensent les Français, ce ne sont pas les journalistes, ce ne sont pas les hommes politiques, ce ne sont pas les conseillers, ce ne sont pas les candidats qui font la présidentielle. Ce qui fait la présidentielle, c'est la réactivation de l'imaginaire français, de nature différente selon les élections, et les candidats qui vont l'emporter, je vais revenir sur Emmanuel Macron, puisque c'est notre sujet du jour, les candidats qui vont l'emporter seront ceux qui, par leur intelligence, leur intuition, vont rentrer dans le creuset de l'imaginaire français qui se réactive pour en donner un élément de résolution. Et ce rite laïque a toujours les mêmes règles, les mêmes formes. J'en avais donné un interview en 2006 dans la revue de Marcel Gauchet, Le Débat, et ces rites, dans leur permanence, m'ont fait approcher que le rapport du citoyen français à la nation a des constantes, comme le rapport du salarié français à son entreprise, qui fait le type de management à la française pour les entreprises pour qui je travaille, de la même façon que le consommateur français sur Internet ou lorsqu'il acquiert des biens et des services a des modalités d'appropriation du réel spécifiques, ce que j'appelle l'imaginaire. C'est-à-dire que pour moi, le sujet, vous avez utilisé le terme de communauté de destin en parlant de l'Europe, le sujet des communautés humaines, des tribus à ce que nous connaissons aujourd'hui, c'est d'abord de s'approprier le réel à partir d'une mise en perspective de représentation qui vont ensuite déterminer des façons stables de croire, de penser, de créer, d'innover dans ce rapport au réel. Évidemment, le réel bouge. Évidemment, selon les peuples, il y a de très grandes différences. Les Français universalistes ne peuvent pas repérer ces différences. Les Français pensent que les Allemands sont des Français en plus disciplinés, et les Italiens des Français en plus joyeux, et les Anglais des Français en plus retors. Et donc, l'imaginaire français peine à comprendre et à accepter les différences culturelles. Eh bien, la spécificité française, l'inquiétude française, qui n'a rien à voir avec le sujet allemand, c'est de savoir qu'est-ce qu'on a à faire avec le voisin d'à côté, parce que comme il n'y a pas d'origine à la France, depuis des siècles, les Français ont recouru à des procédures de construction projective dans le rapport au temps, à l'espace, au projet et à l'incarnation politique. Et donc, une présidentielle, c'est le moment où les Français, au travers d'une dispute commune, s'assemblent, se battent entre eux et, au fond, ensuite consentent à ce qu'un monarque républicain élu avec 51% des voix dirige le pays. Mais après cette opération très singulière, et la singularité de cette présidentielle, vous l'avez dit à juste titre, les Français ne connaissaient pas Emmanuel Macron il y a 3 ans, son mouvement date de 13 mois, il prétend avec Marine Le Pen dépasser le clivage gauche-droite, parce que en 2017, le renoncement de François Hollande à se représenter a coupé le cordon ombilical qui lie la symbolique présidentielle au sommet de l'État avec le reste de la nation. Donc le président normal.
vous l'avez dit, j'ai travaillé pour François Hollande durant la présidentielle. Déjà, lors de la présidentielle, je lui avais expliqué que présidence normale ne voulait rien dire. Il ne vous a pas écouté, hein? Oui, oui, ça. Bon. Par contre, il y a quelqu'un qui pense absolument que ça ne veut rien dire, c'est Emmanuel Macron. J'avais discuté il y a 2 ans avec lui là-dessus. Il a théorisé le fait qu'en France, il y avait une mystique du politique. Cette mystique du politique fait que, justement, c'est dans les périodes d'inquiétude que l'imaginaire français se déploie sur la question de l'incarnation politique. N'est-ce pas ? J'avais dû l'observer quand j'ai dû expliquer à Dominique Strauss-Kahn en 2006 pourquoi mes sondages disaient que c'était lui le plus compétent, mais les Français voulaient Ségolène Royal à l'Élysée. C'est que donc, en France, le candidat à la présidentielle, le président, a 2 dimensions. Une dimension symbolique, spirituelle, pour reprendre les catégories de Kantorowicz, et une dimension temporelle. Donc Dominique Strauss-Kahn était bien le plus compétent. Par contre, c'était un homme du gouvernement des choses. Et le pays voulait une incarnation quand 2 ans auparavant, les Français avaient dit non au traité constitutionnel européen et que l'imaginaire français ne pouvait pas se déployer dans l'espace, dans l'Europe vue comme la France en grand. Voyez ? Donc dans ma grille d'analyse, l'imaginaire français est projectif. Les Français, pour s'assembler, ont toujours besoin de se projeter. Bon, dans l'espace, Malraux disait les croisades avant même les guerres napoléoniennes, mais ensuite les colonies ou l'Europe comme la France en grand. Le temps, l'idée de lumière, l'idée des lumières au XVIIIe, l'idée de progrès, et l'incarnation ou le projet politique, sauf que ces dernières années, nos hommes politiques, François Hollande notamment, ce qui ne sera pas le cas d'Emmanuel Macron, mais aussi Nicolas Sarkozy et Jacques Chirac, une fois à la tête de l'État, renoncent à porter une vision. Helmut Kohl, grand ami de la France, disait « Quand je rencontre des Français, ils me parlent toujours de vision. Quand moi j'ai des problèmes de vision, disait-il, je vais voir un ophtalmo. » Eh bien oui, les Français ont besoin de se projeter dans des visions, de sorte que si on encastre la dispute, on a dit à tort que les Français étaient anti-européens parce qu'ils avaient voté non au traité constitutionnel européen. Non, les Français distinguent l'Europe idéale à laquelle ils sont attachés et ensuite ils se disputent sur Europe fédérale ou Europe des nations. Bon, et ces choses-là, évidemment, parlent de façon très différente à vous, amis allemands notamment. Hein. J'ai travaillé lors de 3 élections pour Danny Cohn-Bendit, qui est un vieil ami. Il peine à comprendre la différence entre la nation à la française, projective, patriotique, évidemment, parce que pour lui, la nation, c'est son versant allemand qu'il envisage. Macron, il va être vu de telle manière, avec sa vision, et ceux qui ont perdu contre lui vont adhérer à cette vision ou pas. Alors justement, qu'est-ce qui fait, vous avez tout à fait raison, comment expliquer le paradoxe d'une France pessimiste, en dépression, et une France qui élit le plus jeune président de la République qui n'a jamais existé, optimiste, et qui n'existait pas chez nous il y a 3 ans. Comment expliquer ce paradoxe apparent ? On avait eu cette discussion avec Emmanuel Macron quand il était à Bercy sur ce qu'était Bercy par rapport au caractère projectif des Français, en empruntant les travaux de Ricoeur sur la question de la sublimation chez Freud. Je lui disais, on se connaît depuis de nombreuses années, je lui disais, tu es Ricoeur ou tu es Bercy ? Il me dit, pourquoi tu me dis ça ? Donc je reprenais chez ceux parmi vous, il y en a qui connaissent Ricoeur et la notion de sublimation chez Freud. Au fond, Ricoeur francise Freud, les freudiens ne sont pas d'accord en utilisant la sublimation comme si c'était une projection. Bon, donc, Macron dit oui, bon d'accord, ok, pourquoi tu me dis ça ? Je lui dis, mais parce que pour les Français, Bercy, c'est tout l'inverse.
La façon française de se mettre en mouvement, de se mettre en marche, c'est de l'intérieur vers l'extérieur. Et Bercy, au sommet de l'État, construit sa légitimité politique en disant « nous sommes, nous, tributaires de l'engagement de la France à Bruxelles sur le respect des déficits ». Et donc, il y a là deux énergies contraires. Il y a l'énergie de la nation française qui, pour se projeter, a besoin d'aller de l'intérieur vers l'extérieur, et il y a le sommet de l'État et Bercy qui procède d'un mouvement inverse. Tant que pour les Français, l'Europe était la France en grand, ça fonctionnait. Or, ce n'est plus le cas. D'où la dépression française. Alors, sous forme de boutade, je lui dis « Tu es Ricoeur ou tu es Bercy ?» Il me dit « Je suis Ricoeur ». Je lui dis « Bon courage à Bercy ». Eh bien, quand il quitte Bercy, qu'est-ce qu'il dit aux Français? Contrairement aux autres, Fillon, Hollande dans son non-dit, Sarkozy dans son non-dit, l'un sauveur, Sarkozy, l'autre médiateur. Hollande, Macron dit un truc incroyable aux Français. Il leur dit, le problème, c'est pas vous. Vous, vous êtes talentueux. Le problème, c'est pas vous, c'est le système politique. Je sais, j'en viens. Et là, il récupère l'énergie rentrée du pays par le bas en disant aux Français, en marche, à certains types de Français, aux classes moyennes, parce que les catégories populaires, elles, ne peuvent pas se mettre en marche si on ne leur dit pas où on va. Or, il a fait la moitié du chemin. Il a dit, moi, je vais remettre la France en marche parce que la France est géniale, même si les Français et leurs élites sont les premiers à s'accabler sur eux-mêmes. Macron dit non, 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 on est génial, on va y arriver. Vous l'avez vu durant les débats, hein, sourire, optimisme. Et donc, il embarque toute une partie des Français dans cette promesse qu'on va pouvoir se mettre en avant. Mais qu'est-ce qu'il avait de plus que les autres et qui avait quand même une stratégie un peu comparable? Eh bien, justement, c'est que lui a compris l'origine. Enfin, comment dire les choses? Lui a compris que le problème de la France, c'était justement que les autres, comme vous dites, les autres, qu'est-ce qu'ils disaient au pays? Et Sarkozy, pour qui j'ai travaillé, Hollande, au fond, disaient la même chose en étant si différents. Nos dirigeants, nos intellectuels, majoritairement, semblent dire aux Français « La France a un problème dans le monde tel qu'il est. Il va falloir choisir entre notre modèle social et républicain et notre survie dans un monde et une Europe qui procèdent selon les moyens, les procédures, ce que j'appelle l'horizontalité, alors que pour moi, l'imaginaire français fonctionne par la verticalité. Et donc, nos dirigeants, en instrumentalisant l'Europe, ont utilisé les institutions européennes pour justifier des politiques en tenant ce langage implicite aux Français qui est de dire qu'il faut faire des efforts, il faut faire des sacrifices, parce qu'il faut bien survivre dans le monde tel qu'il est. Et en fait, là, il s'est passé quelque chose d'un peu compliqué en France, c'est que les journalistes, les politologues, les hommes politiques faisaient comme si la gauche, c'était les salariés, la politique de la demande, la redistribution, et la droite, c'était le profit, la compétitivité et la politique de l'offre et les patrons. Non, ce n'était plus le cas des électorats depuis longtemps. Au fond, 95% des Français aimeraient conserver notre modèle social et républicain. Mais ensuite, la distinction entre la gauche et la droite se fait seulement, non pas sur le souhaitable, le pays s'est recentré idéologiquement, vous prenez les déclarations de Mélenchon et Le Pen, et certaines déclarations de Mélenchon pourraient ressembler à celles de Le Pen ou Fillon, ou certains ont même dit que Macron était peut-être lui-même un peu populiste dans sa façon de pointer
les élites. Bon, il y a un débat. Il est ou pas? C'est populiste ou pas? Si on entend par populisme, il faut être précis, effectivement, vous avez raison. On entend par populisme, normalement, le fait de distinguer le peuple et les élites. Bon, tout à l'heure, j'ai moi-même utilisé le terme d'élite, je ne crois pas être populiste, mais non seulement, mais de dénier à la représentation politique une légitimité. Macron ne dénie pas au système politique une légitimité, il dit le système politique bloque. Mais c'est vrai que dans son côté chevalier blanc, il dit il y a quelque chose qui dysfonctionne et c'est le système politique. Et d'ailleurs, si vous me le permettez, c'est un point de... J'ai pas beaucoup de points de désaccord avec Emmanuel Macron, mais là, j'ai un point de désaccord. Et il est décisif sur la question franco-allemande et européenne. Et je ne sais pas très bien la nature du désaccord que je peux avoir avec Emmanuel Macron sur ce qui cloche en France. Au fond, Emmanuel Macron dit si la France est en dépression, c'est parce que les Français veulent se mettre en mouvement et les institutions politiques empêchent cette mise en mouvement parce qu'il y a de l'archaïsme, tatati, tatata. Comme si c'était les institutions qui étaient la cause des problèmes. Je ne le crois pas. Je crois que les causes de la dépression française viennent de l'incapacité de l'imaginaire français à se déployer dans l'espace et le temps et dans une relation correcte entre l'État et la nation. Ça, c'est la cause. L'effet, c'est le dysfonctionnement de la classe politique. Et là, il y a évidemment un débat de fond. J'ai pu échanger récemment rapidement avec Emmanuel Macron sur la question européenne et Merkel. C'est là où on vient buter sur l'Europe. Et c'est là où il y a un non-dit entre ce qui permet l'élection d'Emmanuel Macron, qui est ce côté projectif, en marche, et la capacité de l'Europe, dans sa gouvernance et ses politiques actuelles, de laisser le déploiement de l'imaginaire français et de son modèle. Donc la discussion ensuite ensemble, ce sera c'est quoi un modèle ? Comment s'articulent les questions culturelles, économiques et politiques? Pourquoi partout la montée du nationalisme et du populisme en Europe? D'où vient l'idée qu'en menant des politiques uniques, monétaires et budgétaires, et avec des modalités de gouvernance, on rapprocherait les peuples alors qu'il se passe l'inverse? Donc, là, j'attends beaucoup du débat entre nous sur qu'est-ce qui se passe en Europe. Parce que mon analyse, c'est qu'il ne peut pas y avoir de redressement français s'il n'y a pas de renaissance européenne. Et c'est pour ça que la visite du président Macron à la chancelière Merkel... Comment vous l'imaginez? Qu'est-ce que Macron va vous l'amener? C'est haïtien que j'utilise le terme renaissance, évidemment. Une discussion avec François Hollande François Hollande me disait « l'économie fait la société ». Il me disait, croisant mon expérience d'ancien professeur d'économie. Et je lui disais « non, c'est la société qui fait l'économie, croisant mon expérience de petit patron qui travaille pour les grands patrons ». Si l'Allemagne est le pays le plus compétitif, c'est qu'il y a une cohérence totale entre l'imaginaire allemand, leur conception des politiques monétaires budgétaires, la question de la dette notamment, et la façon dont ensuite les Allemands vont trouver les modalités sociales et politiques pour s'adapter à un réel changement. Donc un paradis. Disons que l'Allemagne dégage beaucoup d'excédents. Je ne suis pas certain que pour tous les Allemands, ça soit un paradis, mais en tout cas, l'Allemagne comme collectif dégage un excédent. Et ça plaît aux Allemands parce qu'au fond, pour les Allemands, depuis toujours, notamment selon moi, depuis la guerre des paysans et la guerre de 30 ans, le sujet de l'imaginaire allemand est l'inverse du problème de l'imaginaire français. Ce n'est pas qu'est-ce qui fait qu'on a quelque chose à voir ensemble, c'est comment ne pas, entre nous, s'entretuer.
Et donc, l'Allemagne a développé toute une conception du peuple et des exigences du peuple qui, selon les périodes historiques, sont allées sur des objets différents. Lors du débat du Grexit, dans mes échanges avec François Hollande pour convaincre Angela Merkel, je lui ai rappelé ce que vous connaissez évidemment, c'est qu'en Allemagne, c'est le même terme pour dire culpabilité et dette. C'est-à-dire qu'on ne s'extrait pas de la question de la dette si, soit par le bas, on n'utilise pas l'argument de la culpabilité, c'est ce qu'il a fait à Angela Merkel, alors que je pensais que non, il fallait répondre au problème par le haut, c'est-à-dire un nouveau défi à l'Allemagne. Permettre à l'Allemagne d'avoir un nouveau défi pour lâcher la question de la dette, un nouveau défi étant la cohérence que les Allemands ont droit, auquel les Allemands ont droit entre leur hégémonie économique et la question politique en Allemagne, mais la question politique en Allemagne la ramenant à la période du nazisme. Et donc, c'est parce que la France n'a pas tenu son rôle dans la famille européenne, qui est un équilibre de différences culturelles, que, selon moi, l'Europe a basculé dans purement et simplement des procédures juridiques et économiques. Et on est passé très très près, avec le Grexit, d'un basculement total. Hollande a réussi à convaincre Merkel que le politique devait reprendre ses droits en Europe face aux créanciers de la Grèce. C'est le très beau livre du philosophe Luc von Mittelhart, qui a été le conseiller de Van Rompuy au Conseil européen, de dire l'Europe, ce sont des règles économiques et des procédures juridiques, mais quand il y a une crise, c'est le politique qui tranche. On se met autour de la table et chaque dirigeant porte derrière lui une culture, une histoire. Et le sujet derrière, c'est est-ce qu'on veut toujours faire des choses ensemble ? C'est comme dans une famille. Ensuite, les juristes, les économistes, ils s'adaptent. Ce sont des techniciens. Par contre, quand la technique l'emporte sur le politique, sur le culturel, alors là, ça commence à dysfonctionner. Et là, vous pensez, Macron, ancien banquier, est-ce qu'il a cette conscience, est-ce qu'il a la volonté d'avancer dans ce sens ? Et vous voyez déjà les résistances... Il n'est pas son entourage sur l'Europe est très traditionnel. Mais lui, il s'intéresse à l'histoire, il s'intéresse à la philosophie, il a une intelligence des choses que n'avait pas son prédécesseur. Je crois qu'il ne pense pas seulement que l'économie fait la société. Qu'est-ce que vous avez voté ? Ça va être ça notre... Qu'est-ce que vous avez voté au premier tour ? Pensez bien que comme j'ai travaillé du Parti communiste à De Villiers, je ne peux pas... J'ai mis suffisamment d'années pour ne pas être un Français. C'est-à-dire, je crois que la qualité de mon travail professionnel vient justement du fait que je dois faire comprendre à mes clients, quels qu'ils soient. Il y a seulement pour le Front National que je n'ai pas travaillé, j'ai travaillé pour tous les autres. Je dois faire comprendre que le réel, ce n'est pas la réalité telle que vue par mes clients. Et donc, je dois avoir une ascèse personnelle et de travail qui fait que la question de ce que je vote n'a pas d'importance. Mais bien sûr, par contre, je vais en venir, mais vous avez quand même des clients qui sont complètement différents, qui doivent avoir des demandes complètement différentes. Je vois ce que vous voulez dire. Alors, quand j'étais sondeur, je faisais des études confidentielles pour mes clients et c'est à partir de mes études que je les conseillais. C'est comme ça que lors des présidentielles, je pouvais travailler pour 5 candidats différents ou 7, parce que ce que je leur disais, c'était par rapport aux études. Vous pouvez travailler pour 2 ou 3 candidats. Sauf que quand je suis devenu consultant, en 2009, je ne pouvais plus travailler que pour un seul candidat. Donc j'ai été aux côtés d'Hollande dès 2009, parce que selon moi, seul, ayant travaillé pour Nicolas Sarkozy auparavant, seul pour moi Hollande pouvait battre Sarkozy. Selon moi, DSK, Strauss-Kahn aurait été battu, Martine Aubry aurait été battu, parce qu'il y a une question culturelle. Et là, quand justement, depuis quand vous avez cru ou été
persuadé que Macron allait gagner. À partir de quand? À partir de quand? Quand Hollande a quitté l'Élysée. Donc c'était juste après les primaires où Fillon a gagné. C'était quelques jours après que Hollande a jeté l'éponge. Dans la même semaine, hein, c'était. La dispute commune depuis des décennies en France, c'est le clivage gauche-droite. Ouais. C'est quoi le clivage gauche-droite? C'est un clivage de nature sociale qui structure le paysage politique des partis de gouvernement. On a mésestimé, et j'ai mésestimé, que si Hollande quittait l'Élysée en ne se représentant pas, l'interprétation du pays serait « c'est grave, la situation est grave, il était le président sortant, il ne peut même pas se représenter devant les Français ». Et donc là, on a vu la campagne s'emballer. Et on est passé d'un clivage gauche-droite de nature sociale à un clivage existentiel, identitaire. Excusez-moi, mais pendant 2 mois, tous les sondages prédisaient Fillon, hein, à partir de... Oui, non, mais j'ai été sondeur, donc oui, le sondage, oui, non, c'était juste, mais peu à peu, il y a eu la dynamique Macron s'est amplifiée. Vous l'avez perçu à ce moment-là? J'ai compris que le sujet, c'est pas Macron et Fillon, le sujet, c'est le pays. J'ai compris que le renoncement de François Hollande faisait que le pays se disait « on joue notre existence ». Et là, il y a 2 candidats qui disent l'inverse. Macron dit « on peut survivre, il faut se mettre en mouvement, il faut seulement que la classe politique soit renouvelée parce que c'est eux qui empêchent le dégagement de notre énergie ». Et il y a Marine Le Pen qui dit « taratata ». Dans le prolongement du Brexit, dans le prolongement de Trump, c'est aux Français de décider de leur destin. C'est pas aux étrangers, à l'étranger, à l'Europe. Et vous vous souvenez, lors du débat, elle dit, et vous l'avez dit très justement, elle dit, mais non, Macron dit « je suis patriote ». Elle, Le Pen, elle est nationaliste. Et Le Pen, elle dit « non, la patriote, c'est moi, lui, il est mondialiste. Lui, il est pour les marchés financiers. Lui, il est pour ceux qui mettent les ouvriers à la casse. » Et le débat, c'était sur la nature du patriotisme. Bon. Et ça veut dire aussi que les scandales de Fillon n'avaient aucune importance, n'avaient aucun enjeu, ça n'a pas joué. Oui, parce que j'ai entendu votre question, vous aussi, madame, est-ce que c'est un accident ou un phénomène de fond ? Je ne sais pas s'il y a des historiens dans la salle, sans doute, mais il y a une engrammation des choses. Si Hollande, contrairement à ce que je lui disais, n'avait pas accordé des interviews à des journalistes et n'était pas allé à la primaire du PS, il aurait pu se représenter, il tenait la verticalité. Si Fillon, les scandales qui l'affectent, venant de son propre camp, les sorties d'information, ne l'avaient pas affecté, je ne sais pas ce qui se serait passé. Il aurait pu gagner aussi. Il aurait pu peut-être gagner. Il avait quand même, après les primaires, une certaine légitimité verticale. Non, je pense que les primaires ne donnent aucune légitimité. Je pense que les primaires ne donnent... Alors là, c'est mon désaccord avec beaucoup de confrères. En tout cas, c'était néfaste pour les vainqueurs, hein, ça on peut dire. Ouais. Bon, mais qu'est-ce qui se passe avec les primaires? Pourquoi les primaires sont-elles inventées? Parce que les partis de gouvernement au sommet de l'État s'éloignent de leur base sociale et ne sont plus en capacité de produire un candidat suffisamment fort et légitime pour se présenter à la présidentielle. Or, quand je vous disais tout à l'heure qu'une présidentielle c'était un rite, c'est pas un rite d'appareil. Hamon, un candidat socialiste qui a confondu une présidentielle avec une législative, tout d'un coup, n'existait plus. Il n'était pas dans la verticalité. Donc une primaire n'est qu'un expédient pour des partis de gouvernement pour trouver une procédure pour donner un peu de légitimité à un candidat. Sauf que le vrai moment, c'est pas la primaire, c'est la présidentielle. Et donc Fillon,
qui est un catholique, il l'a suffisamment dit, donc je peux le dire, même si on est dans un pays laïque. Qu'est-ce qu'il dit, Fillon? Il ne dit pas seulement « il faut être honnête », parce que nous ne sommes pas des protestants. Chez nous, la morale n'est pas au-dessus de la politique en France, vous le savez. Il n'y a rien au-dessus de la politique en France. Et donc le rapport, et c'est pour ça que d'ailleurs les catholiques l'ont emporté sur les protestants chez nous, les jésuites. J'ai en commun avec Emmanuel Macron d'avoir été formé par les jésuites. Les jésuites l'ont emporté sur les jansénistes. Et donc l'imaginaire français était à la fois un imaginaire de la verticalité qui doit articuler l'idéal et le réel. Et donc chez nous, contrairement aux protestants, la morale n'est pas au-dessus de la politique. Alors qu'est-ce qui faisait problème avec Fillon? C'est que Fillon avait intégré dans son logiciel de projet le fait que pour survivre, fallait changer le logiciel de modèle, comme il disait, mais que la contrepartie, c'est qu'il sécurisait moralement, par sa personne, par son intégrité, le pays. Et c'était un équilibre qui ne faisait pas forcément plaisir à beaucoup, mais en même temps, ça se tenait, et il rassurait. C'est vrai que lors des débats, si on oubliait qu'il était schizophrène, il faisait vraiment présidentiable. C'est lui qui a sans doute travaillé le plus son programme. Hein, il faisait très sérieux, très rassurant. Bon, alors effectivement, la campagne, il y a eu des accidents durant la campagne. Mais au fond, pour moi, le moment tournant, c'est le renoncement de François Hollande à se représenter qui rompt le cordon ombilical symbolique entre le sommet de l'État et la nation. Et là, la nation commence à turbuler par le bas. Et là, évidemment, il y a des inconnus. Ce qui était sûr, c'était la grande force de Marine Le Pen. Bon, mais regardez Marine Le Pen. Si Mélenchon n'avait pas eu l'intelligence en cours de campagne à lui aussi revenir à l'imaginaire français en abandonnant les gauchistes qui l'entouraient pour aller à Jaurès et au patriotisme, hein, la tradition d'une partie de la gauche avant 68 qui intègre la question sociale et la question nationale, il progresse et il stoppe l'avancée de Marine Le Pen. Hein. Et du coup, Marine Le Pen, elle est très, très ennuyée par la campagne de Mélenchon. Donc oui, bien sûr, il y a eu des accidents dans cette campagne, mais au fond, le pays, après l'expérience Hollande, a dû se reposer les mêmes problèmes qu'en 2012, auxquels Hollande avait donné une réponse quand il disait « le problème, ce n'est pas la France, c'est la solution ». Au fond, Macron reprend cette antienne. Et la différence avec Macron, c'est que Macron, lui, va tenir la symbolique de la verticale de la présidentielle, on l'a vu au Louvre. Il va faire récit, ce que ne faisait pas Hollande, mais selon moi, la question cruciale, c'est qu'est-ce qui se passe en ce moment avec Merkel? Est-ce que Macron peut expliquer à Merkel pourquoi partout le nationalisme et le populisme montent en Europe? Selon moi, ça vient de ce que la gouvernance et les politiques européennes ne sont pas adaptées au génie européen. C'est quoi le génie européen qui distingue l'Europe des autres parties du monde? C'est ce que disent, moi j'ai pu travailler pour la Chine, c'est ce que disent tous nos amis étrangers. Comment se fait-il que dans un espace géographique aussi restreint, il y ait une myriade de peuples différents culturellement? Eh bien, la Renaissance, c'est la capacité de faire un saut conceptuel, religieux, philosophique, scientifique, en partant de la diversité culturelle de l'Europe pour en faire du commun. Or, aujourd'hui, l'Europe, c'est tout l'inverse, d'où le déclin européen et la montée des passions tristes. C'est-à-dire que les peuples, comme les continents, doivent construire une cohérence entre ce qu'ils sont culturellement, leur politique économique et la façon dont est articulé le gouvernement des hommes.
C'est bien ça. Au fond, le sujet, c'est le gouvernement des hommes. On en parlait tout à l'heure, j'avais débattu avec Pascal Lamy et ensuite Bill Gates sur comment se fait-il qu'alors que les peuples sont interdépendants économiquement comme jamais et interconnectés numériquement, ils se séparent humainement. Mais dans le débat avec Pascal Lamy, il me parle des théories ricardiennes sur l'avantage comparatif et les atouts de la mondialisation et tout. Et je lui dis, bon, Pascal, je ne suis pas un économiste, je ne discute pas avec vous du bien fondé de ce que vous dites, mais ce n'est pas ça mon sujet. Par contre, il y a quelque chose qui m'intéresse, c'est quoi une communauté humaine? C'est quoi une société? Si les individus s'assemblent en société, contrairement aux animaux, c'est que les individus sont conscients qu'ils sont mortels. Et donc leur sujet, ce n'est pas d'abord la prospérité, c'est la maîtrise individuelle et collective du réel à partir de modalités différentes selon les pays entre le bon, le juste et l'efficace. Si vous retirez l'efficacité économique au nom de la gouvernance et de la rationalité économique du bon et du juste, il arrive un moment, et c'est le moment actuel de la mondialisation, où les peuples se sentent dessaisis de leur destin. Et ça fait le Brexit parce que les Anglais, eux, peuvent se replier sur leur île. S'il y a une famille aux antipodes de la France, c'est l'Angleterre. L'Angleterre, elle peut se replier sur elle-même. L'Allemagne le pourrait, mais elle est gênée par la séquence du nazisme. Mais elle le pourrait. Et elle est travaillée dans ses profondeurs par cette question. Et ça fait les non-dits qui traversent l'Allemagne et la relation avec les autres, notamment au moment de la crise grecque, ce qui a permis à François Hollande de dire à Merkel si la Grèce quitte l'Europe, on dira que c'est la faute aux Allemands. Et donc, du coup, le sujet est qu'est-ce que l'Europe? Et les Pascal Lamy de l'époque ont dû penser que le sujet de l'Europe, c'était que les coûts de main-d'œuvre étaient trop importants et qu'il fallait aider les gouvernants à externaliser sur la gouvernance le fait de faire accepter à leur peuple des choses que sinon leur peuple n'aurait pas acceptées. Mais là, c'est ma discussion avec Pascal Lamy. Le sujet des peuples, ce n'est pas d'abord la question de la prospérité. C'est d'abord qu'est-ce qu'on a à faire ensemble et la maîtrise du destin. C'est ça qui fait le Brexit, c'est ça qui fait Trump, c'est ça qui fait Poutine, c'est ça qui fait Erdogan, c'est ça qui fait le repli du Japon, de la Chine, la montée du terrorisme islamiste. C'est que nous vivons un moment de la mondialisation où pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, la globalisation il sort renverse la tendance. Je ne sais pas. Je pense qu'il comprend ce dont on parle, mais je ne sais pas si on a un sujet entre deux élections. Donc, pour terminer, parlons brièvement, avant d'ouvrir le débat, parlons brièvement des élections à venir. Jusqu'à maintenant, chaque président nouvellement élu a eu une majorité au Parlement. Est-ce que vous pensez que Macron peut l'avoir? Là, il veut quand même dépasser un peu la Ve République. Maintenant, il a besoin de son système électoral pour avoir une majorité. Il n'y a pas d'autre moyen. Est-ce que c'est juste? Est-ce qu'après, il ne faudrait pas, ce qu'avait dit Danny Cohn-Bendit, vous l'avez cité, qu'il lui dit qu'il rêve que Macron il va dissoudre le Parlement dans 2 ans et le faire réélire à la proportionnelle, qui serait quand même peut-être dangereux pour la France, mais quand même plus démocratique, parce qu'il y a des forces en France qui surgissent au moment des élections présidentielles, qui n'ont jamais au chapitre entre les deux élections, et qui ne sont pas au Parlement, où Le Pen a 2 représentants au Parlement. Je crois le Front de gauche, une dizaine. Je pense qu'on est... je pense que ce n'est pas nous qui décidons les longues discussions avec Danny sur la différence entre la France et l'Allemagne, de nature culturelle,
c'est pas demain que les Français vont renoncer à la prééminence de ce qui les tient ensemble au travers du rite d'aller à la Vous messe pensez qu'ils de accepteront dimanche. ce rite encore longtemps, même si Non seulement ils l'acceptent, mais ils le veulent. Ils le veulent. Pourquoi? Parce que les Allemands, dans leur identité, il y a 1000 choses qui font qu'ils savent qu'ils sont Allemands. La langue, la région, l'horizontalité, l'Allemagne est le pays de l'immanence. Avant, ils avaient le marque. sommes... Avant, ils avaient le marque. Oui, mais ils ont l'euro maintenant. Donc, et l'euro, ça veut dire que dans leur mentalité, le sujet, c'est pas seulement un peuple qui s'élève au travers de la capacité de répondre à des défis communs, c'est les autres peuples doivent faire comme nous. Comme si les Grecs étaient des Allemands et en attendant, on demande aux Allemands de devenir des Suisses. Ça ne marche pas. Ça marche pas. Vous n'arriverez jamais à transformer un Grec en Allemand parce que, ou un Français, moi j'ai travaillé sur la question de statistique et de rapport à la statistique, en France c'est la loi qui dit que c'est l'INSEE qui dit le chiffre. En Allemagne c'est immanent. En Grèce, le chiffre statistique, c'est le début de la discussion entre cités grecques. Voilà. Bon. Alors, notre malheur vient de ce que les économistes connaissent peu l'histoire, pas du tout la géographie, pas du tout la philosophie, la littérature, la poésie, c'est-à-dire que ceux qui sont aux manettes du monde sont dans le gouvernement des choses. Et ils pensent que le gouvernement des choses fait le gouvernement des hommes. Bon, c'est ce que je pensais. Il faut quand même une majorité au Parlement. Hein. Alors, oui, merci de me ramener. Oui, moi je dis à Emmanuel Macron que contrairement à l'habitude, c'est lui qui va devoir aller en première ligne, c'est lui qui va devoir mener les choses. Hein. Vous savez que Napoléon, nous sommes en Prusse ici un peu. Hein? Berlin, Je suis désolé de parler de Napoléon en Prusse, mais bon. Mais enfin, Clausewitz a passé beaucoup de temps à se demander comment un va-nu-pied pouvait foutre la tannée aux armées prussiennes. Bon, justement, parce que bon, à la fin, vous avez gagné, mais Napoléon, quand les batailles étaient délicates, il allait en première ligne, de sorte que les soldats de la Grande Armée, les grognards, disaient « Empereur, mettez-vous à l'aise », et lui restait ostensiblement pour obliger les troupes napoléoniennes à se mettre en marche. Donc, le taux de participation au deuxième tour était faible, les blancs et nuls étaient forts, les personnes ont voté Macron plus par opposition à Marine Le Pen que par adhésion à Emmanuel Macron. Et donc, s'il veut gagner les législatives, il faut qu'il se propulse en avant, alors que la tradition en France, et une fois que le président est élu, on laisse le Premier ministre mener la bataille. Vous pensez qu'il y aura l'état de grâce quand même? Ouais. Non, alors, je pense que s'il a la majorité, il aura l'état de grâce. Mais c'est sans cesse pour Macron une construction. C'est sans cesse une construction que cette légitimité, il va devoir, selon moi, être en première ligne. Il vient de nommer un Premier ministre, quelqu'un de remarquable, qui est une sorte de Macron de droite, Édouard Philippe, le maire du Havre, qui est quelqu'un d'une grande intégrité et d'une vraie réflexion profondeur. Mais pour les Français, il n'y a que Macron qui existe et c'est lui qui va devoir mener cette bataille. Merci beaucoup.